Georges Fleury est né en Normandie en 1890. Il faisait partie de la classe 1910, au moment de ses 20 ans. Donc il a été appelé sous les drapeaux à ce moment-là. 3 ans déjà, service militaire obligatoire, et de là survient la Première Guerre mondiale. En permission, c'est là où il a rencontré Rachel, dont il est tombé amoureux, et il s'est marié en 1917. C'est comme cela qu'il est arrivé dans l'Oise, puisque Rachel, ses parents étaient agriculteurs à Rémécourt. Il a continué à servir la France jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, donc on peut dire qu'il a passé environ 8 ans sous les drapeaux. C'était un homme de devoir et d'honneur, quoi. Comme beaucoup de Français à l'époque, hein. La France, c'était la France. Ensuite, il s'installe effectivement dans l'Oise. Il devient très vite maire de Rémécourt en 1920. Georges Fleury et sa femme Rachel ont eu 3 enfants, France-Raphaël, Alain et Annette. Et au début des années 30, il a pris des fonctions de greffier de paix ici à Clermont. Et il est venu s'installer ici, 25 rue Pierre-Viénot. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Le 10 mai 40, les armées allemandes envahissent la France. Les gens fuient, se réfugient dans des territoires non occupés. La famille a dû subir l'exode. Dès la déclaration de guerre, ils sont partis en Bretagne. France-Raphaël, elle est allée chercher du pain à la boulangerie et elle a entendu que Pétain souhaitait l'armistice. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Elle a raconté à son père ce qu'elle avait entendu à la boulangerie. Et ça a été le déclenchement. Son père a dit, là, il faut réagir, c'est insupportable, on ne peut pas laisser faire ça. Immédiatement, la famille Fleury a décidé d'entrer en résistance. À partir de septembre, les gens reviennent. Georges Fleury revient et reprend sa fonction de maire. On est en zone occupée avec une présence allemande de toute façon très forte. Notamment ici, avec le commandant Tour, avec la présence de casernes. Georges Fleury avait travaillé dans l'administration, donc évidemment il avait beaucoup de connaissances. Il a commencé à tester les gens qui pouvaient avoir les mêmes idées que lui. Qui ont confiance les uns aux autres et qui vont essayer d'eux-mêmes prendre contact avec d'autres personnes pour étendre le réseau. Afin de commencer à former des groupes de résistance. Jean Corroyer, qui était un grand ami, il l'a sollicité pour la résistance parce qu'il était radio dans les marines. Ses compétences étaient importantes. Il fallait forcément communiquer entre toutes ces personnes du réseau sans se faire repérer. Toute la famille était vraiment engagée. Ils ont commencé à distribuer des tracts, peindre des V à la craie ou à la peinture, sur des murs, sur des portes, le V de la victoire. Les enfants vont revenir quelquefois avec des journaux et distribuer quelques journaux qui se passent en fait de main en main, on les donne et on les détruit. Georges Fleury était généreux. Sa première mission, c'était d'éviter qu'il y ait des gens qui n'aient pas à manger. Les enfants étaient beaucoup chargés de transporter de la nourriture. Puis bon, petit à petit, il s'est impliqué de plus en plus. Georges Fleury a aussi commencé à collecter des armes avec ses premiers groupes de résistance. Les armes abandonnées par l'armée française pendant la débâcle de 1940. Il a aussi constitué des stocks d'explosifs qui pouvaient servir plus tard lors de la libération, quand elle arriverait, quoi. Il a fallu cacher des armes. Je sais qu'il y avait des armes cachées sous des tas de fumier à Rémécourt. Toutes ces actions sont les premiers actes de résistance de la famille Fleury en 1940. Le domicile de la famille Fleury servait de lieu de réunion pour la résistance. Et un jour, pendant que les résistants étaient là, des Allemands sont arrivés. Donc ils se sont vite dépêchés de mettre la table, comme si c'était l'heure du repas. Faisant semblant de dîner. Et il y avait une des amies qui avait encore ses gants. Et en fait, les Allemands sont entrés dans la pièce et elle avait encore ses gants. Tout le monde a tremblé. Et puis non, les Allemands ne se sont pas rendus compte. Il fallait éviter, c'était la clandestinité permanente et voilà, ne pas se faire prendre. Fin 1942, Georges Fleury a été contacté par Marcel Sailly et Roland Delnef de l'armée secrète pour constituer ses groupes. Marcel Sailly et Roland Delnef ont été arrêtés fin 1943 et 1944 et tous deux ont été déportés.
Au cours de l'année 1943, Georges Fleury prend la tête de l'OCM, qui prend la suite de l'armée secrète. La direction de l'OCM demande à Georges Fleury de collecter des renseignements sur les mouvements des troupes allemandes dans le territoire, sur les installations allemandes autour de Clermont, afin de les fournir aux Alliés. Georges Fleury va devenir celui qui va être l'organisateur du secteur centre. Il met aussi à profit beaucoup ses enfants, qui vont être des acteurs importants. Annette a fait un aller-retour Paris en vélo, avec caché dans son guidon de vélo un courrier à porter. Georges Fleury était à la tête du mouvement, c'était le grand chef. Il organisait aussi des plans de sabotage, installations ferroviaires, lignes téléphoniques. Et en 1944, il a été aussi chargé de trouver des lieux de parachutage d'armes ou d'atterrissage d'avions clandestins qui amenaient des résistants ou qui en exfiltraient d'autres. Il va organiser tellement bien que ça va fonctionner pendant pas mal de temps. Quand un aviateur est abattu, il faut le garder. Alors c'est celui qui ira le plus vite à aller chercher. Il y a les Allemands d'un côté, les civils de l'autre, j'allais dire. Et puis après, par ce réseau-là, les choses vont se faire. Jean Courroyer recevait des messages codés, il fallait les décoder pour les parachutages. La famille Fleury a hébergé beaucoup d'aviateurs alliés tombés de leurs avions en perdition. Minimum 18. Ces aviateurs, il fallait les habiller en civil, les nourrir, leur fournir des faux papiers. Et pour les faux papiers, Georges Fleury était en contact avec Georges Lesage, un chirurgien dentiste, qui grâce à ses outils de dentiste, fabriquait des faux tampons. Il y a eu des aviateurs américains qui ont été hébergés. Alors il y a eu des bons moments parce qu'ils étaient accueillants et chaleureux, donc ils passaient des bons moments. Les Américains avaient leur âge, c'était un peu des copains. Mais voilà, il fallait se cacher, il fallait... C'est arrivé qu'il y ait des Allemands qui viennent alors qu'il y avait des Américains dans la maison. Il fallait avoir confiance, mais le risque était toujours de se faire d'être dénoncé par un voisin. Évidemment, au bout d'un moment, il fallait les rapatrier en Angleterre. Donc Alain Fleury ou d'autres convoyeurs les emmenaient sur Paris. C'était toute une chaîne. Alain est parti sur Paris avec trois aviateurs et quand ils sont arrivés sur la gare du Nord, il y avait des Allemands partout. Donc le contact qui devait les attendre n'était pas là. Donc il a dormi dans la gare du Nord sur des bancs avec les aviateurs pour attendre le lendemain. Forcément la peur au ventre. Ils ont vécu dans la peur permanente, c'est sûr. Il a une carrière militaire et il sait comment faire. Il n'est pas trop sur le terrain, mais il est quand même un très bon organisateur. Et puis surtout, c'est lui qui a sans doute la clé de toute l'organisation. Un réseau, c'est des personnes qui ont des pseudonymes, des alias. Ils se connaissent par 5, et puis quand il y a un coup important, ils sont plus. Et là, dans l'obscurité, quand ils peuvent se voir, ils se découvrent aussi. La seule personne qui a toutes les informations dans le département, c'est Fleury, parce qu'il connaît les noms, il connaît les pseudonymes, il connaît leurs numéros. Il y a eu un traître. C'était un résistant qui a été pris par les Allemands, et le gars, il a dénoncé ses camarades. Le 6 août 1944, vers 5 h du matin, les troupes allemandes, la milice, sont arrivées près du domicile de Jean Courroyer. Il a entendu les Allemands arriver, il a voulu s'échapper par le toit. Il a couru et il a été abattu sur la voie publique, place de l'Hôtel de Ville. Et sa femme et son fils ont été déportés et sont morts en déportation. Georges Fleury est toujours à Clermont. Cette fois-ci, il apparaît au grand jour comme étant l'organisateur de la résistance dans le secteur. La famille Fleury était la prochaine sur la liste. Les Allemands sont venus donc après avoir abattu Jean Courroyer. Ils sont venus avec un char, ils ont voulu entrer dans la cour de la maison. Ils ont abattu un des piliers. D'ailleurs, sur le pilier, on voit encore la marque des chenilles. La famille Fleury a été prévenue. Et ils ont fui immédiatement. Ils ont été hébergés chez des gens de leur connaissance dans la région. Il était recherché et il était en danger, lui et sa famille. Mais ça n'a pas empêché de continuer à faire un certain nombre d'actions et de coordonner des actions. Il a participé au sabotage d'une rame ferroviaire. Il a mis le feu à des wagons. Ces wagons étaient destinés à emmener les personnes arrêtées vers les camps de concentration en Allemagne. Le 31 août 1944, la veille de la libération de Clermont, ils ont attaqué avec un groupe, une colonne allemande, du côté de Saint-Thomas-sous-Arcueil. Ils ont réussi à mettre en fuite les troupes allemandes, mais ils ont capturé des canons et des 300 chevaux. Arrive la libération, on lui propose d'être sous-préfet de Clermont. Il a occupé cette fonction de sous-préfet jusqu'en janvier 1948, date à laquelle il a été nommé secrétaire général de la préfecture de Beauvais, une fonction qu'il occupera jusqu'en 1954.
De 1954 à 1957, il a été nommé sous-préfet de la ville d'Argentan en Normandie. Et Georges Fleury, malheureusement, est décédé peu de temps après, en août 1959. Georges Fleury, jusqu'au bout, a été un homme de devoir et d'honneur pour la France. Un homme de loi, très rigoureux, mais d'une bonté extrême. J'ai parcouru beaucoup de petits mots de condoléances qui ont été adressés à la famille. Et dans tous ces petits mots, chaque fois, on met en avant la générosité, la bonté. Chaque fois, il est question d'une aide apportée, une écoute, et des gens de toute classe sociale. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout sectaire. Si la famille avait un mot pour résumer ce personnage, ce serait humaniste, quoi. C'est un homme de l'ombre et qui a très bien fait son travail. Il y a eu énormément d'arrestations et de personnalités qui ont été déportées. Et lui, il est passé à chaque fois à travers, il a échappé aux arrestations. Cet engagement-là a permis de sauver des gens. Non, il n'aurait pas aimé qu'on l'appelle héros. Je pense qu'il a fait ça par patriotisme, par devoir. On ne pouvait pas laisser la France aux mains des Allemands. On peut dire que la résistance clermontoise a eu une certaine importance pour la libération de notre région. Comme tous les résistants, ils ont permis de nous rendre notre liberté, préserver les valeurs de la République. Je pense qu'effectivement, ils ont réussi.